Pour commencer, là, je vais vous parler essentiellement de l'examen psychomoteur dans l'idée après qu'on avait de diagnostiquer, alors pour nous, des catatonies, mais pas mal de pathologies neurodégénératives aussi, ou des atteintes neurologiques spéciales. Mais quand je vous parle de psychomotricité, est-ce que ça vous parle déjà? Qu'est-ce que pour vous, ça représente la psychomotricité? Il y a des gens qui veulent intervenir. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, Bah oui, prenez la parole. On n'est pas nombreux, donc il faut profiter. Moi, je suis psychiatre, je ne suis pas psychomotricien, et pourtant, je viens vous parler de psychomotricité. Ça peut paraître contre-intuitif, et pour vous, c'est quoi la psychomotricité? Je crois qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse, parce que même nous, on n'est pas tous d'accord sur la définition. D'un pays à l'autre, vous aurez des définitions des fois qui vont varier un petit peu. Alors comme ça, je dirais que c'est l'activité motrice euh, médiée par une activité psychique. Pas mal. Non, c'est pas mal du tout, hein. Il y a l'idée en plus, c'est vraiment ça en plus. Mais, ça va être tout ce qui va faire l'interface entre votre vie psychique interne et ce qu'il est possible d'observer à l'extérieur. Donc, on va détailler après dans quels sont ces moments de l'interface où on peut observer des anomalies, ce qui va permettre aussi de se représenter un peu ce que c'est que la psychomotricité. Mais en gros, c'est ce qui permet à quelqu'un de se rendre compte de l'état d'esprit ou l'état d'humeur d'une personne juste en le regardant. C'est ce qui fait que, en me regardant, vous pouvez dire si vous me trouvez nerveux, anxieux, en colère, à l'aise ou trop à l'aise. Regardez si j'ai l'air hostile ou si j'ai l'air de plutôt être participatif et d'être coopératif, et de voir aussi si j'ai l'air fatigué ou énergique, en fait. Ça va s'observer par toute une combinaison de... Alors, faut voir ce que j'ai mis aux prochaines diapos. Ça va être toute une panoplie de mouvements et de gestes involontaires. Donc, c'est déjà pas la motricité volontaire, la psychomotricité, c'est tout ce que vous faites hein, de manière motrice sans vous en rendre compte, le fait de observer une pièce et d'explorer un petit peu votre environnement, c'est pas forcément quelque chose que vous faites de manière active. Le fait de parler, d'articuler les mots et des phrases, c'est quelque chose que vous faites de manière assez réflexe. Et, euh, et surtout, c'est souvent inconscient. Ça, c'est deux éléments qui sont très importants, notamment le fait que c'est inconscient, parce qu'en fait, les atteintes de la psychomotricité, la plupart du temps, ce n'est pas le patient qui va s'en plaindre. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas que vous vous attendiez à ce que votre patient vienne vous dire voilà, j'ai un problème. C'est souvent vous qui allez l'observer ou qui allez le diagnostiquer, vous ou votre entourage ou l'entourage du patient. Vu que c'est involontaire, le fait d'identifier les anomalies de la psychomotricité, ça va être important parce que ça va rendre les patients un petit peu imprévisibles. C'est aussi ça l'autre élément, c'est que les anomalies psychomotrices, alors les maladies de la psychomotricité, pour nous, on appelle ça des catatonies. Vous allez voir des anomalies de la psychomotricité, mais un peu dans d'autres cadres, essentiellement dans les pathologies neurodégénératives notamment. Mais en gros, quand vous identifiez ça, ça traduit un certain degré d'imprévisibilité et notamment d'impulsivité. L'insight, je ne sais pas si ça vous parle à tous, mais en gros, c'est ce que je disais, on va voir que la plupart des symptômes que je vais vous présenter se détachent de leur homologue neurologique, au sens où le patient, même si vous pointez le symptôme ou si vous montrez où est-ce qu'il y a un problème, le patient n'est pas en mesure de comprendre de quoi vous parlez. Désolé, il y a mon fils à côté. Hein. Donc, comment est-ce qu'on va observer où est-ce que ça s'observe, la psychomotricité? Déjà, dès que vous rentrez dans un service, dès que le patient rentre dans votre salle d'attente ou dès qu'il arrive sur le parking, vous pouvez déjà commencer les examens psychomoteurs techniquement. Vous regardez comment il marche, vous regardez comment il interagit avec ses proches, comment il interagit avec les infirmières, comment il se comporte globalement. Mais un examen psychomoteur, une fois que vous êtes un petit peu aiguisé, vous avez un peu aiguisé votre regard à l'examen psychomoteur, quelque part, il commence dès que le patient rentre dans votre champ de vision. Comment est-ce qu'il marche? Est-ce que sa démarche est fluide? Est-ce qu'il a une démarche guindée? Est-ce qu'il regarde, il a un regard fixe? Est-ce qu'il a un regard qui explore un peu la pièce?
Et donc, il y a l'examen qui commence dès que vous le regardez. Et après, il y a pas mal de symptômes, on va voir en détail, je vous montrerai dans un second temps, qui vont se rechercher activement. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de l'examen qu'il faut mener soi-même pour aller rechercher les symptômes et mettre en évidence éventuellement des symptômes qui peuvent être des facteurs de vulnérabilité pour le patient. Donc, ils vont impacter votre prise en charge. Donc, où est-ce qu'on va observer la psychomotricité? La première, c'est la gestuelle. La psychomotricité, il y a deux cas de figure, l'altération quantitative et l'altération qualitative. La différence, c'est que l'altération quantitative, c'est ce que en gros les gens appellent l'agitation psychomotrice ou l'inhibition psychomotrice. Et en gros, vous avez des gestes qui sont plus fréquents ou plus intenses, ou moins fréquents ou moins intenses. L'altération qualitative, c'est en général signe qu'il y a une destruction de cette interface entre la pensée et la gestuelle. Quand vous avez une altération quantitative, quelque part, c'est la traduction d'une pathologie qui se passe quelque chose au niveau neurologique, mais l'interface peut encore vous renseigner sur l'état d'esprit de la personne. Typiquement, c'est un patient qui est très ralenti ou qui est très inhibé, mais s'il n'y a que des altérations quantitatives, on peut en déduire que c'est peut-être quelqu'un qui est déprimé ou quelqu'un qui commence à montrer des signes de démence. Dès lors que vous avez une altération qualitative, c'est des symptômes qu'il va falloir repérer de manière plus... il va falloir être plus attentif parce que là, pour le coup, cette interface ne fonctionnant plus, vous ne pouvez plus interpréter l'état d'esprit de votre patient juste en le regardant. Et ça, c'est l'autre point qui est très important, c'est que la psychomotricité, il faut y être attentif et certains symptômes, quand ils sont observés, doivent vous mettre un drapeau d'alerte. Attention, je ne peux pas conclure l'état d'esprit de ce patient ou son état d'humeur juste en le regardant. Typiquement, vous, un cas de figure qui est assez fréquent, c'est la maladie de Parkinson. Une fois qu'elle est suffisamment avancée, vous avez une destruction totale de tout ce qui est psychomotricité expressive au niveau du visage. Et en gros, vous ne pouvez pas deviner l'état d'émotion du patient juste en regardant son visage. Vous avez un masque facial qui est complètement impénétrable et qui ne vous permet plus de conclure que le patient est déprimé ou joyeux autrement qu'en lui demandant. On va voir que certaines atteintes de la psychomotricité, notamment sur la gestuelle de la mimique, peuvent être plus profondes et créer des fausses expressions faciales. Et du coup, il faut faire attention parce que le patient peut avoir une impression d'hostilité ou un regard un petit peu apathique et pour autant avoir une autre émotion à ce moment-là. Il y a quelqu'un qui voulait intervenir, je crois. Je sais pas, mais j'ai Non. pas vu. En tout cas, j'ai eu une question qui m'est venue du coup à ce moment-là. Dans les théories notamment émotionnelles, pendant un moment, il y avait l'hypothèse que, alors je sais pas, je ne suis pas assez à jour pour savoir si c'est toujours le cas ou pas, mais que les mouvements du visage, par exemple le rire, les pleurs, enfin le Mhm. vécu émotionnel, enfin en tout cas l'expression motrice du visage avait un impact sur nos émotions interne, sur le ressenti Mhm. de ce que l'on avait. Du coup, la question, c'est sur les patients notamment parkinsoniens qui ont effectivement ce masque. Est-ce que l'on sait si ce masque-là, du coup, la rigidité musculaire qu'ils ont au niveau des muscles faciaux, est-ce que ça a un impact sur le, Le moral. ouais, le moral, la timide, le vécu émotionnel? Alors, ce qu'on sait quand on... Alors, je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose, mais quand on parle de le fait de sourire heureux, entre guillemets, Mm, c'est souvent le fait d'avoir un sourire actif. mm, C'est-à-dire le fait de faire l'effort de sourire augmente le moral. oui. Or, là, on parle de deux motricités différentes. Il faut que vous sachiez que Ah la oui. motricité du sourire actif et la motricité du sourire réponse, Mm, ce n'est pas la même aire cérébrale. C'est important parce que c'est en gros, nous, c'est l'aire de sourire réponse qui est touchée. Si un patient est capable de sourire quand il a une atteinte de la psychomotricité, même qualitative. Par contre, le rire réactif n'est plus présent. C'est ce qu'on appelle la dissociation automatico-volontaire. Du coup, est-ce que le fait de sourire, est-ce que la passerelle est cassée dans un sens ou est-ce qu'elle est cassée dans les deux sens? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Est-ce que si on demande activement à ce patient de sourire, il va se sentir heureux?
J'aurais tendance à dire que oui, parce que la passerelle de la motricité volontaire, elle, normalement, elle est préservée. Enfin, une atteinte psychomotrice ne signe pas une atteinte de la Mm. motricité volontaire. Pour nous, elle est censée être encore fonctionnelle. Après, il y a deux cas de figure. C'est un patient qui est parkinsonien, l'insight est relativement préservé. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une atteinte, c'est plus une atteinte, on va dire, motrice que psychomotrice, au sens où le patient est conscient qu'il a un masque facial et il se rend compte que ce n'est pas normal d'avoir ces émotions faciales. Et quand il se voit dans le miroir, il va se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Là où un patient qui a une atteinte purement psychomotrice et non neurologique ne s'en rendra pas compte. Donc, le patient parkinsonien va être attentif aux conséquences de son amimie et va se rendre compte qu'il génère plus d'apathie autour de lui. Et la plupart de la dépression, dans la dépression de la maladie Parkinson, par exemple, il y a une composante liée à la maladie Parkinson, mais il y a aussi une composante liée au changement de l'interaction, une composante un peu névrotique, réactionnelle. Celle-là, on ne l'aura pas, par exemple, dans les patients atteints d'anomalie de la psychomotricité, parce qu'ils n'ont pas conscience de leurs troubles et on ne va pas forcément faire le lien entre les réactions de l'entourage et ce qu'ils renvoient. On peut même avoir des interprétations délirantes, persécutives, en se disant les gens sont froids autour de moi et pas faire le lien que c'est parce qu'eux renvoient même une froideur. Je ne sais pas si je réponds un peu à la question, mais en gros, je n'ai pas vraiment la réponse à la question et je te donne deux, trois éléments de réponse autour. Mais... Si, c'est vrai que c'est. Si, complètement, ça répond à la question. Mais est-ce que le fait de s'ouvrir activement les rend heureux? J'aurais tendance à dire oui, mais j'en ai aucune certitude et j'ai jamais essayé. Mais c'est vrai que. Ouais, ok. C'est vrai que c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il y a. C'est vrai que les deux sont pas techniquement pas atteintes, mais que est-ce que l'un peut pas avoir de répercussions sur l'autre? C'était. Ouais, je sais pas. Ok. Non, mais ça répond. Merci. Pas de souci. Donc, quand vous allez regarder la gestuelle de votre patient, vous allez, la psychomotricité, ça va s'observer, comme je disais, déjà dès la gestuelle. Vous voyez le patient qui rentre dans votre bureau ou qui interagit dans le service. Est-ce qu'il a une altération quantitative du mouvement? La question, c'est est-ce qu'il bouge moins vite ou plus vite qu'il ne devrait? Et est-ce qu'il a un nombre de mouvements cohérent? C'est-à-dire que là, je distingue la bradykinésie et l'hypokinésie. Bradykinésie, le mouvement est lent. Hypokinésie, il y a moins de création de mouvement. Le distinguo entre les deux, il est clair pour vous? Oui. Oui. Mhm. Ce qui n'est pas forcément la même chose. Par exemple, hypokinésie, déjà, ça va plus s'observer dans effectivement les démences ou les mélancolies. Par contre, ce qui va poser problème, c'est quand la gestuelle de votre patient a l'air altérée qualitativement. Et à quoi ça ressemble l'altération qualitative de la psychomotricité? Alors, c'est ce que nous, on appelle le flux moteur parakinétique, mais c'est en gros la démarche robotisée, où le patient qui a une démarche qui semble maladroite et qui semble pas naturelle. Alors, vous allez me dire, oui, mais en psychiatrie, 95% du service a cette démarche à cause des traitements. Oui, c'est vrai. C'est le meilleur moyen de créer un flux moteur parakinétique, c'est de charger quelqu'un en aldol. Et là, il va se mettre à marcher en crabe. Donc là, vous êtes sûr que sa démarche n'est plus naturelle du tout. Mais dans l'examen psychomoteur, que je vais vous détailler plus loin, il y a un moyen de faire la part des choses entre qu'est-ce qui est lié au traitement et qu'est-ce qui est lié à la psychomotricité du patient. Notamment, la démarche en crabe du patient sous neuroleptique, elle n'est pas liée à la psychomotricité, elle est liée à un syndrome extrapyramidal qui fait qu'il perd de l'amplitude des mouvements et qui perd de la souplesse. La rigidité extrapyramidale, on va la rechercher à l'examen psychomoteur. Si elle est absente à la mobilisation passive du bras, ça ne peut pas être le traitement qui donne une démarche robotique. Ça, je ne sais pas si c'est au clair pour vous, mais en gros, vous ne pouvez pas altérer la démarche d'un patient avec une imprégnation qui n'a pas réussi à toucher la souplesse du patient, en gros. C'est-à-dire que si quand vous l'examinez, vous ne retrouvez pas de roue dentée, c'est impossible que ce soit le traitement qui donne une démarche robotique. Si le patient, malgré une absence de roue dentée, a une démarche toute moisie, c'est que la psychomotricité est touchée. Ce qui veut dire que quand vous aurez une atteinte qualitative de la psychomotricité, il faudra faire gaffe au traitement que vous donnez. Le patient, si déjà de base il a un flux moteur qui est mauvais, si en plus vous lui donnez des traitements avec une atteinte extrapyramidale sévère, vous allez complètement le bloquer.
C'est-à-dire qu'un patient chez qui vous avez identifié des signes de catatonie ou d'altération qualitative de la psychomotricité, vous lui mettez de l'aldol, vous êtes sûr qu'il ne bouge plus, lui. C'est pour ça que c'est des patients, vous allez avoir un peu la même réflexion que chez les parkinsoniens. C'est des patients chez qui il faudra mettre exclusivement soit de la clozapine, soit de la quétiapine. Et nous, les atteintes qualitatives de la psychomotricité, en gros, on va pratiquement tous les mettre sous clozapine. La mixité psychomotrice, c'est quelque chose d'un peu atypique. C'est quand un patient va avoir une disharmonie entre ses segments de membres. Les segments de membres, j'entends visage, bras, jambes. C'est un patient qui va avoir une partie du corps très active et les autres complètement inertes. Ou l'inverse, 3 parties du corps complètement actives et 2 qui sont inertes. Un patient qui est par exemple hyper expressif du visage, mais dont le corps ne traduit aucun mouvement expressif. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais en fait, essayez de le faire vous-même volontairement. C'est hyper compliqué de dissocier comme ça les bras, un bras de l'autre, ou de dissocier l'expressivité faciale du reste du corps. Un patient, quand il est joyeux, tout le corps va traduire une gaieté. Quand il est morne, tout le corps va être à l'arrêt. Vous allez rarement avoir une partie du corps qui exprime une agitation et une autre partie du corps qui exprime une inhibition. Le dernier symptôme un peu atypique, c'est l'accès moteur parakinétique. Ça, je vous renverrai vers une vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est des contractions involontaires et inconscientes de parties du corps qui donnent des mouvements parasites, en fait. C'est ce que, typiquement, dans certaines classifications, vous appelez le grimacing. Les patients qui, brutalement, ont des expressions faciales qui semblent pas naturelles, déformées, voire des fois ininterprétables, quand c'est assez évolué. Les parakinésies, ça vous donne des mouvements faciaux, des expressions où vous êtes perplexe et mal à l'aise parce que vous n'arrivez pas à comprendre c'est quoi l'émotion que le patient ressent ou à essayer de traduire. Quand vous voyez ce genre, ça veut dire que quand vous voyez ce genre de symptômes, déjà la psychomotricité, elle est plus bonne. C'est-à-dire que déjà les émotions, les espèces de mouvements que fait le patient ne sont pas forcément en relation avec ses émotions et les émotions que vous observez ne sont pas forcément celles que ressent le patient. Vous devez donc interroger le patient pour lui demander quelle est l'émotion que vous ressentez là maintenant. Et un exemple que je donne à chaque fois, mais qui est quand même très parlant, c'est des patients, souvent l'équipe va vous dire ils s'en foutent de tout. Ou ils sont, rien ne les atteint, voire j'ai même une patiente que sa chef trouvait insolente parce qu'à chaque fois qu'elle lui faisait un reproche ou une remarque, elle était impassible, la patiente. Elle était touchée, mais elle ne le montrait pas. Et on a eu le cas au service il n'y a pas longtemps d'un patient qui avait une catatonie assez sévère, qui était complètement amimique, qui, pendant qu'il était en soins chez nous, a sa sœur qui est morte d'une overdose. Elle était elle aussi schizophrène. Et le père a voulu qu'on lui annonce le décès de sa sœur au service. Donc, mon chef a convoqué le patient et lui a annoncé que sa sœur était morte. Sa sœur était assez proche d'elle. Et le chef a été presque surpris, mais le patient a poussé un cri de douleur avec un masque facial impénétrable. C'est-à-dire que si on avait filmé et coupé le son, on aurait été incapable de dire quelle était l'émotion du patient, alors que dans la pièce, c'était évident qu'il souffrait et qu'il était en grande détresse. Mais c'est des patients, voilà, ils peuvent être complètement réactifs quand vous avez la psychomotricité qui est altérée. Figure où on peut avoir une altération. Alors voilà, là, je vous résume un peu ça, mais altération quantitative de la gestuelle, altération qualitative. Donc là, c'est signe une catatonie. Nous, par définition, une catatonie, c'est quand la psychomotricité est altérée. C'est à mettre entre guillemets parce qu'il s'avère qu'il y a pas mal de pathologies, de symptômes que je vais vous présenter qui sont... Petit chat, un peu moins fort. Il y a pas mal de symptômes qui signent une atteinte qualitative de la psychomotricité, mais qui ne sont pas spécifiques de la catatonie, notamment dans les pathologies neurodégénératives. Ça ne va pas être rare d'en observer certains. Donc ça, c'est à peu près... Oui. Du coup, j'ai une question. Les mouvements choréiques, du coup, c'est des mouvements où tu as une atteinte enfin, tu as une atteinte quantitative, mais du coup, est-ce que tu n'as pas forcément une atteinte qualitative? Et en même temps, on a l'impression que ça ressemble au mouvement parakinésie parakinétique. Ouais. Alors, les parakinésies, c'est des mouvements souvent assez brefs, assez fins. C'est-à-dire un haussement des épaules, surtout des mouvements de sourcils en l'occurrence. D'accord. Et à la différence de la choré, alors je ne suis pas hyper au clair sur la choré, mais le patient n'en a pas conscience du tout. Ouais. Oui, on n'a pas D'accord. conscience.
Dans la Corée, Ah ils n'en ont oui, pas conscience non plus? non, non, dans la Corée, si, ils ont conscience de leurs mouvements involontaires. Mmh. Là, la parakinésie, c'est le meilleur moyen de la mettre en évidence, parce que nous, tout le monde confond avec les tics et notamment, quand on a commencé à écrire des articles sur les parakinésies, on nous a dit: «Mais, ce qu'ils ont vos patients, c'est les dyskinésies tardives». Non, Parce non qu'ils ne s'en rendent pas seulement compte. c'est involontaire, comme la dyskinésie tardive, mais la différence de la dyskinésie tardive, c'est que le patient, quand on lui demande c'est quoi le mouvement qu'il a eu, il ne sait pas de quoi on parle. D'accord. Et on peut le pointer même, sur une image, sur une caméra, il va pas, ça va lui paraître bizarre parce qu'il ne se souvient pas avoir fait ce mouvement. Là où, la choré ou la dyskinésie tardive, le patient va s'en plaindre. Mmh. OK. Autre élément sur lequel on peut observer la psychomotricité, donc ça, on en a déjà un petit peu parlé du coup, quand je parlais de la gestuelle, c'est comment le patient, traduit les émotions et comment est-ce qu'il est expressif. Alors vous pouvez avoir des patients qui ont une modification de la psychomotricité expressive, mais de manière naturelle, en lien avec leur maladie. Un patient déprimé va être moins expressif, un patient, au contraire, en phase maniaque, agité, va être hyper expressif. Là où on va s'inquiéter, c'est quand on commence à observer des parakinésies ou des mouvements d'expression qui ne correspondent à aucune émotion et qui ne semblent pas être commandés par les émotions. Quand les émotions faciales sont discordantes par rapport à l'émotion exprimée par le patient. Ou, autre élément, c'est la fixité du regard. Ça veut dire que le patient, d'une, n'explore pas son environnement. C'est-à-dire, il va avoir un regard assez fixe droit devant lui et quand vous rentrez dans une pièce, vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais spontanément, vous checkez vite fait la pièce, vous regardez un peu comment elle est agencée, où sont les portes, où sont les fenêtres. C'est des choses que vous faites un peu de manière logique, sans réfléchir, qui est exacerbée quand vous êtes en état de stress d'ailleurs. Le patient regarde droit devant lui, n'explore pas la pièce et n'explore même pas les personnes qui sont autour de vous. Et limite, quelqu'un fait un geste à côté de vous pendant que vous parlez, n'importe qui va détourner le regard pour aller regarder ce qu'il a fait, lui, il va rester fixé droit sur vous et ne va pas être très réactif aux stimuli extérieurs. L'autre élément de la fixité du regard, c'est la diminution du clignement des yeux. C'est des patients qui, vous avez l'impression qu'ils clignent pratiquement jamais les yeux. Alors, l'autre élément qui va être mis en évidence par la psychomotricité, ça va être en gros la coopérativité du patient. Comment est-ce que le patient se comporte avec vous? Votre psychomotricité, elle va un peu traduire votre degré d'empathie avec votre interlocuteur. Si c'est quelqu'un avec qui vous êtes proche, vous allez avoir tendance, sans vous en rendre compte, à un peu l'imiter, à faire un peu ses mouvements, vous mettre face à lui, le regarder dans les yeux. C'est d'ailleurs des stratégies que vont utiliser les vendeurs ou les mentalistes pour essayer de comprendre les émotions de quelqu'un, savoir si c'est quelqu'un qui est en phase ou qui est hostile. Et les vendeurs vont spontanément essayer de vous imiter ou essayer de parler un peu sur le même ton de voix que vous pour essayer de créer l'empathie. Pour autant, cette interface peut être altérée dans certaines pathologies, avec deux tendances opposées. La tendance négativiste, c'est-à-dire un patient qui, malgré les stimulations, va avoir plutôt tendance à se détourner de vous et à ne pas coopérer. Et la tendance proskinétique, qui va être la tendance du patient à être trop coopératif presque. Tu veux que je bouge ? Le patient va être hyper coopératif, même presque de manière exacerbée. Comment ça va se manifester? C'est quoi les symptômes à laquelle il va falloir faire attention? Dans la tendance négativiste, déjà, ce qui va vous mettre la puce à l'oreille, c'est que le patient ne vous regarde pas dans les yeux. Il n'y a pas forcément le regard complètement détourné, mais typiquement, ce qui doit vous interpeller, c'est le patient qui regarde un tout petit peu en dessous de votre regard, un tout petit peu au-dessus ou un tout petit peu sur le côté. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà expérimenté, mais il ne faut pas forcément interroger. Et dans ces cas-là, quand vous voyez que le patient commence à détourner un tout petit peu du regard, vous avez du mal à regarder pile dans ses yeux, vous lui demandez, excusez-moi, est-ce que vous arrivez à me regarder dans les yeux? Si le patient, alors vous avez éliminé une timidité ou un tempérament un tout petit peu évitant, vous confirme qu'il n'arrive pas, ou que c'est compliqué, ou qu'il ne peut pas maintenir le regard très longtemps, déjà, c'est un signe d'alerte. Un patient, quelqu'un qui n'arrive pas à se mettre en face et à regarder quelqu'un dans les yeux, alors que ce n'est pas son tempérament, ce n'est pas normal. L'autre élément qu'on va voir, alors que je vous montrerai plus tard dans l'examen psychomoteur, c'est que les patients qui ont cette tendance négativiste, ce manque de coopérativité va se retrouver dans la capacité à obéir à un ordre.
ces patients vont plutôt avoir tendance à faire le contraire de ce que vous leur demandez. Je pense que si pour les psychiatres, vous êtes sûrement déjà tombé sur les vieilles vidéos des années 20 avec en noir et blanc, avec le patient qui se lève quand on lui demande de s'asseoir ou qui s'assoit quand on lui demande de se lever. C'est rarement aussi flagrant, mais l'épreuve que vous pouvez avoir, mais qui met parfaitement ça en évidence, c'est vous demandez à un patient de vous serrer la main et vous voyez une réticence du patient à vous serrer la main. Alors, pardon, pas une réticence. Vous voyez une difficulté du patient à vous serrer la main. C'est-à-dire que vous sentez que le patient est d'accord de le faire et pour autant, c'est pas intellectuellement, il est d'accord avec vous, il a envie de le faire, mais son corps n'arrive pas à se mettre en phase et n'arrive pas à venir vous serrer la main. L'autre moyen de le mettre en évidence, c'est les ordres contradictoires. Vous tendez la main au patient et vous lui dites de ne pas vous serrer la main. Il comprend ce que vous dites, il comprend ce que vous faites, mais il va avoir tendance à quand même essayer de venir vous serrer la main, malgré le fait qu'il a bien compris qu'il ne doit pas le faire. Je vous montrerai comment ça se recherche, mais c'est des éléments qui sont assez faciles à mettre en évidence. L'autre élément que vous pouvez observer à ce moment-là, c'est un patient qui va vous serrer la main, mais qui en échange va détourner le regard ou se détourner de vous. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à être complètement en phase avec vous. Il va toujours essayer de sacrifier quelque chose pour avoir un compromis. Dernier élément un peu de… Alors, il faut que vous compreniez bien que ce n'est pas de l'oppositionnisme. Le patient est en phase avec vous intellectuellement, mais son corps n'arrive pas à se mettre en phase, il n'arrive pas à coopérer, à se mettre en phase avec vous. L'autre élément qui peut montrer ça, c'est les patients qui ont une tendance au mutisme, qui ne va pas arriver à vous répondre. Vous voyez qu'il veut, mais il n'y arrive pas. L'autre tendance que vous pouvez observer, c'est l'opposé, la tendance proskinétique, c'est le patient qui vient se mettre anormalement près de vous quand il vient vous parler et qui peut avoir tendance à tripoter un peu tous vos objets ou commencer à manipuler un peu tout ce qui traîne autour de vous. Et typiquement, avec une main, il tripote la poche de votre blouse ou il commence à venir un peu trop près de vous parce qu'il est trop sensible aux stimulations. Et cette tendance va souvent être accompagnée d'une obéissance automatique. C'est-à-dire que ça va être des patients qui, quand ils ont ce genre de symptômes, n'arrivent pas à stopper la réponse à un ordre, même si l'ordre est absurde. On le verra tout à l'heure dans l'examen, mais un bon moyen de tester ça, c'est vous leur donner un ordre qui est complètement incohérent, voire dangereux. Et en fait, le patient n'arrive pas à se poser la question de s'il veut le faire ou pas, son corps obéit automatiquement. Moi, ce que je fais pour leur demander ça, c'est je leur sors une épingle. Je montre, voilà, j'ai une épingle bien piquante. Est-ce que vous pouvez tirer la langue, que je plante l'épingle dedans? Et en gros, c'est positif quand le patient met son masque et tire la langue automatiquement et qu'il n'y a pas cette espèce de moment de blocage ou d'interrogation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le patient qui va obéir, mais vous voyez bien qu'il est perplexe, vous voyez bien qu'il se demande ce que vous êtes en train de faire. Ça, ce n'est pas de l'obéissance automatique. Obéissance automatique, vous voyez qu'en gros, il ne s'est même pas posé la question d'obéir ou non, il a chanté, ça a chanté et il a obéi automatiquement à l'ordre. Ça, c'est important à mettre en évidence parce que si vous avez un peu du mal à le repérer, ben, dans votre service, les autres patients, eux, des fois, peuvent le repérer. Et ça rend ces patients très vulnérables. Je vous laisse deviner pourquoi, mais il y en a qui peuvent jouer un peu avec cette tendance à répondre à tous les ordres, même absurdes. Donc, gardez un peu sous le coude. L'attitude. Qu'est-ce qui, dans un patient, peut traduire sa psychomotricité? C'est son dynamisme, en quelque sorte. Un patient peut avoir tendance à être complètement apathique. C'est-à-dire quand la psychomotricité est trop inhibée, il reste à peu près toute la journée au lit. Important, c'est un patient qui n'est pas en train de dormir toute la journée. Quand vous lui demandez, il ne dort pas, il est au lit, mais il ne fait rien. Mais juste, il ne sait pas quoi faire, donc il ne se lève pas et il n'a pas d'initiative pour aller entreprendre des choses. Ou à l'inverse, vous pouvez avoir ce qu'on appelle, alors, je suis désolé, mais pratiquement tous ceux qui ont passé sur parler de la psychomotricité et de la catatonie étaient des Allemands. Donc il y a des termes qu'on n'a pas traduits parce qu'on ne savait pas comment les traduire de manière juste, mais qui peut avoir ce qu'on appelle un Unruhe. C'est des patients qui sont incapables de rester au calme. Typiquement, ce n'est pas des agitations au sens strict, ils ne sont pas en train de tout casser. C'est juste qu'ils ne peuvent pas rester assis sur une chaise, ils passent leur temps à se lever, à déambuler, à bouger dans tous les sens, à se balancer vers la droite et vers la gauche. L'autre, donc ça c'est quand ils ont des manifestations quantitatives. Qu'est-ce qui peut être un tout petit peu inquiétant aussi dans la psychomotricité
dans les attitudes, c'est quand il commence à avoir ce qu'on appelle, nous, des pseudo-TOC. Ça, c'est un peu difficile de comprendre comment la psychomotricité influence vraiment ça, mais en gros, c'est des patients qui ont des catatonies ou des atteintes qualitatives de la psychomotricité peuvent se mettre à avoir des espèces d'attitudes ritualisées où ils vont, par exemple, déménager l'étagère tous les jours, ou vider tous les livres de l'étagère, ou faire leur lit 7 fois. Ce n'est pas des TOC à proprement parler. Ce qui va différencier ce genre de comportement de vrai TOC, c'est que le patient n'est pas anxieux. Ce n'est pas quelque chose qui est sous-tendu par une émotion. Si vous l'interrompez, il ne va pas commencer à être nerveux, à trépigner sur place. Il va s'énerver un peu parce qu'on l'empêche de le faire, mais il va passer à autre chose. Je ne sais pas si pour vous la différence est bien nette. Les gériatres, notamment, les TOC, c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier ou pas du tout? Je ne sais pas s'il y a des gériatres aujourd'hui. D'accord. À l'inverse, vous pouvez avoir des patients qui, ce qu'on peut aussi observer, c'est des replis autistiques. Le patient se met en retrait, ne sort plus, mais va même devenir hostile quand on va essayer de forcer le contact. Ou les réponses court-circuit, alors ça c'est très rare et c'est vraiment dans les simili des catatonies qui sont très proches de l'autisme en fait qu'on peut avoir ça. C'est des patients qui ne répondent pas et qui, à force d'être stimulés, à force qu'on leur pose des questions, finissent par donner des réponses, mais des réponses dites court-circuit, c'est-à-dire qu'ils disent en gros le premier mot qui vient et qui n'a pas forcément de sens avec la question. Ah si, un truc dont j'ai oublié de parler. Hop là, dans l'échange, parce que ça, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'en parler, quand j'avais fait le topo à la Robertso, dans la tendance proskinétique, je vous disais, quand on est en phase avec quelqu'un, on a tendance un peu à le limiter. Et là, vous pouvez avoir ces comportements d'imitation qui sont exacerbés dans la tendance proskinétique, notamment ce qu'on appelle l'écopraxie et l'écolalie. Est-ce que ça, c'est des termes qui vous sont familiers? Oui. Oui. Ce qui est important, c'est juste que vous avez toujours en tête le patient qui se met à vous imiter dans le couloir ou qui se met à imiter tout le monde. C'est beaucoup plus subtil que ça la plupart du temps. L'écopraxie, ce n'est pas un truc que vous allez vous dire en fin d'entretien. Ah putain, est-ce qu'il en avait une, est-ce qu'il n'en avait pas? Ouais, non, j'ai rien vu, donc je ne pense pas qu'il en avait. L'écopraxie, ça se teste. Et comment ça se teste? C'est vous mettez en évidence devant lui et vous vous frottez les mains, par exemple. Et vous frottez les mains longtemps. Et vous regardez la réaction du patient, mais vous mettez vraiment bien les mains devant lui. Et vous regardez comment il réagit. Un patient qui commence à se frotter les mains, déjà, il y a une échopraxie. Deuxième, alors, pour évaluer le degré de gravité de l'échopraxie, vous dites qu'est-ce que vous faites? Et le patient, en général, ne se rendait pas compte qu'il se frottait les mains, il se rend compte qu'il a commencé à faire pareil que vous. Là, vous lui dites, alors, vous rangez vos mains et vous ne vous frottez, vous ne faites pas la même chose que moi. Et malgré cet ordre, vous allez vous rendre compte que le patient va commencer à vous imiter quand même. Si, malgré la consigne de ne pas vous imiter, il le fait quand même, là, c'est une proskinésie quasi sûre. Et vous pouvez avoir le même comportement avec le patient qui tendance à répéter. Alors, il ne va pas répéter toute la phrase, souvent il va répéter le dernier mot. Et des fois, quand vous avez des signes comme ça de tendance à l'imitation, vous pouvez demander est-ce que vous répétez ce que je vous dis dans votre tête? Et des fois, les patients arrivent à ne pas le dire, mais ils vous confirment qu'effectivement, dans la tête, ils le répètent. Ça, c'est aussi un petit signe. L'attitude, on en a parlé. La tonicité, alors, c'est en gros, c'est votre capacité à vous mettre au repos ou vous mettre aux aguets, en quelque sorte. Alors, ce n'est pas un patient qui va être toujours guindé ou qui va toujours être flasque. Par contre, quand vous allez l'examiner, vous allez vous rendre compte que ces muscles ont tendance à être facilement excitables ou au contraire complètement pas flasque, mais ça va plus souvent être un patient qui a du mal à se mettre au repos, en fait, qui va avoir une hypercontractibilité des muscles. Ça va se manifester comment? C'est un patient, quand vous allez l'examiner, soit vous allez vous rendre compte qu'à force de faire l'examen avec la mobilisation passive du bras, vous allez commencer à avoir une résistance qui va s'installer. Résistance qui va s'installer progressivement et qui va être proportionnelle à la force que vous mettez dans le mouvement.
c'est différent d'une spasticité, d'une rigidité extrapyramidale. Pour vous, la différence entre les deux, c'est clair ou pas? Oh oui, c'est clair. Je sais pas s'il y en a d'autres. Pour vous représenter bien, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a une spasticité pyramidale, vous avez vu le master? Ouais. Tu veux dire? Et je te dis quand je donne le Alors, je m'en excuse. La différence majeure entre les deux, ça va être que dans la spasticité pyramidale, par exemple, le patient va avoir une contraction continue des muscles. Et quelle que soit la force que vous allez appliquer pour lui tendre le bras, par exemple, dans l'hypothèse où il y a une spasticité des fléchisseurs du membre sup, la résistance du patient sera toujours la même. Et c'est finalement qu'à partir d'une certaine force que vous apposerez sur le muscle que vous arriverez réellement à créer, à lui tendre le bras, en fait. Dans le cadre du Gegenhalten, donc de cette atteinte de la tonicité dans la psychomotricité, le patient va vraiment faire une résistance proportionnelle. C'est-à-dire qu'au début, vous allez faire une toute petite traction et il va faire une toute petite flexion. Vous allez augmenter la puissance de la traction et lui, en réponse, il va augmenter la puissance de la flexion. Et plus vous allez pousser, plus il va augmenter la puissance jusqu'à arriver à un point où lui-même va surpasser votre force et aller de l'autre côté. Ça, et vous l'observez, l'autre différence par rapport à la spasticité, c'est que vous allez l'observer dans tous les muscles. C'est-à-dire que aussi bien en flexion qu'en extension. Là où la spasticité, en général, c'est que la flexion ou que l'extension. Autre différence majeure avec laquelle il faut différencier cette rigidité, c'est le syndrome extrapyramidal. Les grosses différences, c'est que le Gegenhalten, c'est quelque chose qui s'entraîne. C'est-à-dire que le patient, il va falloir l'examiner un certain temps et ce n'est pas tout de suite que vous allez avoir la rigidité. Elle va s'installer progressivement au fur et à mesure que vous l'examinez et être de plus en plus marquée. Là où la rigidité extrapyramidale dans la roue dentée va être présente tout de suite. L'autre différence, c'est que la rigidité extrapyramidale, c'est par à-coup, la roue dentée, alors que là, vous allez avoir une résistance continue. L'autre et la troisième différence, ça va être que le Gegenhalten, ça va plus facilement toucher les muscles proximaux et un peu moins les muscles distaux. Ça va être l'inverse dans le cadre du syndrome extrapyramidal, où ça va d'abord être les poignets qui vont être touchés avant les épaules, par exemple. Vous pouvez avoir un patient comme ça qui va spontanément résister à toutes vos manœuvres, mais vous pouvez aussi avoir l'inverse, c'est-à-dire que le patient qui coopère anormalement à tous vos mouvements. Et ça, c'est le patient, alors ça, je suis sûr que vous l'avez pratiquement tous vu une fois. Le patient, vous lui faites des mouvements du bras et vous lui dites: «Non, non, mais laissez-vous faire, c'est moi qui fais». Il vous fait: «Oui, oui, pas de souci». Et pourtant, vous êtes, quand vous l'examinez, vous êtes pratiquement sûr qu'il ne se laisse pas faire et qu'il est en train de faire les mouvements avec vous. Il ne se laisse pas faire de manière, c'est pas de manière intentionnelle. C'est en fait, on a repéré que c'est au niveau médulaire que ça se passe, mais le fait de se laisser faire, c'est déjà une action en soi. Et ça, c'est quelque chose qui est atteint dans certaines formes d'atteinte de la psychomotricité, et c'est un truc qui est assez fréquent pour le coup dans les pathologies neurodégénératives, où vous voyez que le patient, en fait, vous avez l'impression qu'il ne se laisse pas faire et qu'il fait le mouvement avec vous. Et le meilleur moyen de le mettre en évidence, c'est de soit changer la direction brutalement, si vous faites un mouvement et d'un seul coup, vous allez dans l'autre direction et vous allez sentir un à-coup de résistance, parce que le patient va avoir un petit décalage par rapport à vous pour changer de direction. L'autre moyen de mettre ça en évidence, je crois que c'était la manœuvre de Kleist, c'était de faire un mouvement répété, continu. Et d'un seul coup, vous stoppez le mouvement, vous lâchez le patient et vous voyez que le patient, lui, va continuer le mouvement. Ça, je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble. Et il y a une autre manœuvre qui permet de mettre ça en évidence, c'est la manœuvre de Meige. Vous mettez le patient les bras tendus en croix, vous soulevez ses bras, vous les remuez un petit peu, vous lui dites: «Voilà, c'est moi qui tiens vos bras et quand je les lâche, il faut les laisser tomber». Et au moment où vous lâchez les bras, le patient va garder les bras encore un peu en l'air, continuer de papillonner et laisser tomber les bras en décalé. Le Mid-Gehenn, c'est encore autre chose. Ça, c'est quand vous examinez le patient. C'est un élément
Proskinésie, le Midgehen, c'est quand vous allez lui demander de résister à une pression, il sera incapable de le faire. Il va coopérer et se laisser aller quand vous allez imposer un ordre moteur. Ça, c'est les patients qui sont dans, en gros, l'hypercoopérativité et qui ne peuvent pas ne pas obéir à un ordre qui leur est imposé, même si vous avez donné l'ordre de rester, de garder. Alors, typiquement, ça se teste en. Il met les mains sur les genoux, vous essayez de lever la main, vous lui dites de vous laisser pas faire et vous n'avez aucune résistance quand vous lui levez la main. Catalepsie, flexibilité cireuse, là pour le coup, on est carrément dans la catatonie. C'est des choses qui vous sont familières ou pas? Oui. Ouais. Ouais, ouais. Mhm. Alors, la différence, où est-ce qu'on met le cut-off entre qu'est-ce qui est de la flexibilité cireuse, qu'est-ce qui est de la catalepsie, avec le collègue avec qui on a fait le diapo, on n'a jamais trouvé la différence très nette. Nous, à Strasbourg, on part du principe que la résistance un petit peu continue au mouvement, c'est la flexibilité cireuse, et la catalepsie, c'est le maintien des postures imposées, en fait. C'est le fait que quand vous bougez comme ça, le patient reste comme ça. Posturing, c'est carrément une prise de posture et spontanée. Et ça, vous l'avez. Alors, c'est des fois, vous trouvez le patient en train de faire le porte-manteau au milieu du couloir. Mais l'autre élément plus fréquent que vous allez avoir pendant l'entretien, c'est le patient qui a un peu les mains en Playmobil. Je ne sais pas si vous voyez. Vous me voyez en fait ou vous voyez que mon diaporama? On te voit, oui. On te voit, Moi on te voit. aussi, oui. D'accord. En gros, c'est le patient qui a les mains comme ça, quoi, pendant tout l'entretien. Puis qui parle un peu comme ça, puis qui va se gratter comme ça, mais qu'il n'y a pas des. Enfin, vous avez des mouvements avec les petits doigts, enfin, c'est un peu généralisé. Lui, il va avoir des mouvements un peu comme ça, et des fois, il va s'arrêter avec la main un peu contre la pesanteur. Alors, ça va être un peu plus bas, genre il va avoir la main comme ça, puis il va vous parler avec les mains qui restent un peu comme ça en suspens. Ce n'est pas une position très naturelle, ça. Et quand ça commence à être très fréquent dans l'entretien, c'est ce qu'on appelle pour nous du posturing. C'est en gros un patient qui va maintenir une position contre pesanteur. C'est pas forcément des trucs très arc-boutés, ça peut être des trucs tout simples, du genre les mains qui restent au-dessus des genoux ou qui restent au-dessus des accoudoirs. À être attentif aussi. Excuse-moi, j'avais juste Oui, une question sur la diapo précédente, bien sûr. sur celle encore avant, pardon. Pas de souci. Les comportements de déambulation du patient, est-ce que ça peut rentrer dans une ruée ou c'est pas du tout la même chose? Enfin, Alors, c'est c'est ceux qui boutiquent un petit peu, qui rentrent dans les chambres, enfin, qui ça peut tiennent. typiquement être de l'Unruhe. La Ok, différence, c'est pour qu'on parle de Unruhe, il ne faut pas que ça soit drivé par une atteinte cognitive, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'un patient qui est en état de Unruhe, ce n'est pas parce qu'il est Parce que nous, on va distinguer trois choses, l'atteinte des affects, l'atteinte de la pensée et l'atteinte de la psychomotricité. oui, Et Unruhe, c'est un patient qui n'arrive pas à rester en place. C'est celui qui, pendant l'entretien, va faire ça, va prendre un truc, le reposer, se lever. Le patient ouais, qui déambule, faut pas que si par exemple c'est une désorientation ou si c'est quelqu'un qui est anxieux, il faut toujours éliminer une participation affective et éliminer une participation de la pensée afin de conclure vraiment un Unruhe. donc si c'est un Unruhe, il n'y a pas du tout de participation ni affective, ni. Alors il Un- faut vérifier que ce n'est pas une participation affective consécutive du fait qu'il n'arrive pas à se poser. Mais en général, il n'y en a pas parce que le patient ne s'en rend pas compte. D'accord. Mais Parce que typiquement, nous, clairement, on ouais, voit ça dans les psychoses motrices. C'est une forme de psychose un peu spéciale où le patient va se mettre à faire des mouvements en boucle, harmonieux, d'accord. et où il va ne pas arriver à se poser et déambuler un petit peu dans le bureau. Les comportements de déambulation, ça peut entrer dedans. Il faut que ce soit Oui, vraiment stérile, sans intention très claire, et que le patient d'accord. puisse pas les expliquer non plus. C'est-à-dire que s'il explique qu'il essaye de sauver et qu'il essaye de quitter le service, c'est que ça n'en est pas un. Et l'autre truc, c'est que c'est vraiment des mouvements très harmonieux, très fluides et avec pas beaucoup D'accord. d'à-coups. C'est-à-dire que ce n'est pas un patient qui est en train de se sauver ou qui est stressé ou qui est. D'accord. Ok, Mais ça ça peut marche, être un peu merci. ça, ouais. Voilà. Donc, Gegenhalten, ça, c'est les définitions de tous les mots que je vous ai dit qui, comme d'habitude, sont en allemand et pas traduits. Voilà dans les grandes lignes. Pour les examens, les signes que vous pouvez chercher.
Pourquoi est-ce qu'il faut chercher ces signes? Bah, pour plusieurs raisons. La première, quand vous avez identifié une atteinte qualitative de la psychomotricité, eh bien, il va falloir être vachement prudent sur tout ce que vous interprétez du patient et sur comment vous interprétez ses émotions et ses attitudes. La deuxième, il va peut-être éventuellement falloir le mettre en service fermé ou en service un peu plus protégé, parce que s'il a tendance à être un petit peu en déambulation ou à être un petit peu impulsif, potentiellement, faut éviter une fugue que le patient ne pourra pas prévoir parce qu'elle sera complètement involontaire. Typiquement, là, quand je vous parlais des comportements ritualisés, il y en a, c'est faire 7 fois son lit, il y en a, c'est mettre la table. J'en avais un, il faisait des fugues compulsives. Il était incapable d'expliquer pourquoi, mais il se barrait. Et genre, il se barrait, une fois, il a essayé de traverser un lac alors qu'il ne sait pas nager. Donc, voilà, lui, il faut fermer les portes et garder un œil dessus parce que quand il commence à faire ça, enfin, ses parents, ils ont installé un tracker sur son portable parce qu'ils ont déjà plusieurs fois appelé les hélicos et la chiens de la gendarmerie parce qu'ils n'arrivaient pas à le retrouver. Parce que s'ils ne s'en rendent pas compte tout de suite, il peut aller très loin comme ça. Et évidemment, il est incapable de dire où il va et pourquoi il est parti. Et à ce moment, il n'y a aucune raison. La troisième raison qui fait qu'il faut identifier les anomalies de la psychomotricité, c'est que quand ces patients ont une psychomotricité qui est atteinte, ben, il y a une fragilité un petit peu de toute cette sphère motrice et il va falloir faire un peu attention au traitement que vous leur donnez. Notamment quand il faudra un neuroleptique, on va plutôt préférer de la clozapine ou de la kétiapine, ou à la rigueur un peu d'iprexa, et éviter ce bon vieil aldol qui va, pour le coup, les pacifier une bonne fois pour toutes. Et pareil, on va assez facilement aller aux benzodiazépines. Même si en gérontopsie, je sais que ce n'est pas tellement le leitmotiv, en général, les tableaux psychomoteurs, c'est des tableaux qui vont assez bien répondre au Temesta, par exemple. Et ça va aussi très bien répondre aussi à l'ECT, le cas échéant. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, c'est ça, les 3 points. Certains traitements vont être plus efficaces, d'autres doivent être évités, et il y a quelques réflexes à obtenir dans la manière dont on les observe. Est-ce que déjà là-dessus, vous aviez des questions? Non, c'est clair, merci. Ouais, plutôt très clair. Alors, je vais Et essayer du de coup, trouver. enfin, si j'en ai peut-être une petite. Est-ce que, parce que c'est ça que enfin, c'est fait très catatonie. Est-ce que tu as d'autres troubles où tu retrouves ces atteintes de la psychomotricité, autres que la catatonie? Alors, les Fréquemment? atteintes, alors les Ouais, catatonies d'ailleurs. psychotiques ou organiques. Ouais. C'est-à-dire qu'un grand truc qui peut imiter une catatonie, c'est une encéphalite. Un œdème cérébral, ça peut vous donner un tableau catatonique quasi complet et quasi uniquement sur la psychomotricité. Mmh. Une encéphalite anticordienne MDA aussi, ça peut vous en simuler une. Donc, d'ailleurs, il y a plus pas mal de pays où quand on pose un diagnostic de catatonie, la première chose qu'on fait, c'est d'abord vérifier l'APL et l'IRM. Attendez, je veux trouver des images de... Et l'insight, c'est vraiment presque, enfin, l'absence d'insight, c'est presque la définition en fait d'un trouble psychomoteur comme tu le présentes. C'est-à-dire qu'il y a même pas des formes où on peut imaginer qu'il y a une sorte d'insight partiellement préservé ou... Un patient qui a conscience de ses troubles, par définition, il faut chercher quelque chose de plutôt neurologique plutôt que psychomoteur. D'accord. Tiens, je vais vous montrer la vidéo d'un... Alors là, je partage quoi là? Vous voyez le diaporama ou vous voyez YouTube? Là, je vois ton diapo. Je pense qu'il faut que tu retournes dans tes paramètres de Je vais retourner partage. dans le Ouais, paramètre et de que tu partage. choisisses YouTube. Ouais. Je vais vous partager carrément mon écran. Ouais, donc il y a toujours l'insight qui est altéré et il y a La enfin, psychomotricité, par définition, vous par n'en avez pas définition, ouais, c'est conscience. ça. C'est quelque chose, c'est tout ce que vous faites de manière involontaire sans y réfléchir. Hmm. Et dès lors que vous conscientisez ces mouvements, c'est plus la psychomotricité, c'est la motricité volontaire qui prend le relais. C'est plus la même région cérébrale. Typiquement, dans la parole, vous allez avoir des signes d'atteinte de la psychomotricité. Et un bon élément pour savoir si les troubles de la parole du patient sont en lien avec la psychomotricité ou les troubles cognitifs, on lui demande qu'est-ce qu'il a mangé hier soir. Souvent, il va réfléchir un petit peu, se concentrer, essayer de se souvenir et donner une réponse. Hmm. Puis on lui demande c'est quoi votre prénom.
un patient qui a une atteinte de psychomotricité peut vous donner une réponse assez rapide sur qu'est-ce qu'il a mangé hier. Par contre, j'en ai un, il a une vidéo de 5 minutes où il est incapable de me donner son prénom. Hmm. C'est court-circuité et on voit qu'en plus, il le connaît, il veut le dire, mais il s'est bloqué. Tout ce qu'en gros vous dites sans réfléchir, ça va te passer par les schémas de la psychomotricité. Ok. Alors là, je vais vous montrer une petite vidéo. Je vais vous demander de vous concentrer sur le moustachu. C'est un patient qui a... C'est quand je vous parlais des parakinésies, ces mouvements comme ça involontaires du visage qui donnent des expressions un peu curieuses. Alors lui, il s'avère qu'il en a vraiment plein. Et grosso modo, ça ressemble à ça. Vous avez le son ou pas? Là, on n'a pas le son. Là. Vous n'en avez pas besoin en soi, hein, mais c'est et limite sans le son, c'est plus simple. Bon, là, il fait n'importe quoi. Donc là, vous voyez ces mouvements de sourcils notamment et l'expression des yeux. Là, voilà, typiquement, là, vous voyez ces mouvements qui ne sont pas liés à une émotion. Enfin, là, vous n'avez pas l'enregistrement, mais il parle de rien. Hein, c'est pas... Voilà, ça ressemble à ça, hein, les parakinésies. D'accord. Alors là, c'est particulièrement marqué. Ce n'est pas toujours aussi flagrant. Souvent, c'est 2-3 petits mouvements un peu parasites. Mais globalement, c'est quand vous voyez ce genre de choses, il ne faut pas hésiter à demander au patient. Là, je vois que vous avez des mouvements de sourcils, là, un petit peu. Il y a quelque chose que j'ai dit ou c'est quelque chose que vous avez conscience. S'il ne voit pas de quoi vous parlez, ce n'est pas bon signe. Et il n'y a pratiquement aucun autre symptôme neurologique qui ressemble à ça, pour le coup. Ok, je vais aller chercher mon cobaye et je vous montre avec un psychomoteur complet à quoi ça ressemble. Alors, je reviens, je Super. vous laisse discuter entre vous. Oui. Je veux aussi préciser que tu peux y aller, je pense. Au congrès de la SF3PA, il y a des membres de l'équipe qui vont présenter les classifications de catatonie et ce que vous faites en catatonie du service. Et moi, je trouve que c'est assez intéressant à voir pour un petit peu mieux les repérer en service. Et mieux les examiner chez les personnes âgées parce qu'au final, ça permet vraiment d'affiner l'examen et des fois d'aller à la PL aussi sur certains trucs un peu plus vite. Moi, je trouve que c'est chez la personne âgée, ça permet d'être plus rigoureux. Et du coup, au congrès de la SF3PA en juin, il y a les membres de l'équipe qui vont présenter sur la catatonie. Donc, si ça a éveillé votre curiosité, il ne faut pas hésiter aussi à aller à cette session-là. Voilà, je suis de retour. Vous me voyez tous bien, c'est bon là? Oui, parfait, merci. Je vérifie qu'on est dans le cadre. Donc, si les mains là, on va les voir suffisamment. Là, vous voyez nos jambes ou vous voyez nos mains là, à cette hauteur? On te voit à partir de le haut de ton buste et le haut de tes cuisses. À partir du haut de mon buste? Le bas de ton buste, pardon. Enfin, on voit le haut de tes cuisses, pardon. Vous voyez le haut de mes cuisses? Bah, c'est nickel. Donc, l'examen psychomoteur rentre dès que votre patient s'installe dans le bureau et au moment où vous allez vous examiner, vous allez vous asseoir déjà en face de lui et première chose, regardez son attitude. L'attitude, ça va être plusieurs choses. Est-ce que cette personne vous regarde dans les yeux? Voilà, j'ai de la chance, elle me regarde dans les yeux et elle s'assied spontanément face à moi. Premier truc à vérifier, c'est un patient qui va commencer à s'installer comme ça. Vous lui demandez de se réaxer. Non, non, mettez-vous bien en face de moi. Et un patient qui va avoir du mal à se tourner vers vous ou qui va se tourner mais qui ne vous regardera pas dans les yeux ou aura tendance à détourner le regard, ce sera déjà des signes d'alerte de éventuellement début de négativisme. Ou à l'inverse, un patient qui vient comme ça, là, ça, c'est de la proskinésie, quand il vient beaucoup trop près comme ça. Donc, on va commencer. Donc là, vous avez déjà fait quelques examens, vous avez fait vos premières observations et vous voulez examiner pour rechercher les premiers signes, pour affiner vraiment vos observations sur la... Alors là, vous voyez en plus qu'elle explore un petit peu le regard, elle explore la pièce. C'est bien, elle est bien active. Contrairement à quelqu'un qui a un regard fixe et qui vous regarde droit dans les yeux, les grands yeux écarquillés. Donc, vous avez commencé à chercher des symptômes un peu plus fins qui ne sont pas visibles, dont le patient ne se plaindra pas, mais qui vont être beaucoup plus précis dans votre diagnostic. Première épreuve. Bonjour. Serrez-moi la main. D'accord.
Hein? Allez. Donc déjà, bon, si votre personne, quand elle ne comprend pas la consigne, commence à en avoir marre. Quelqu'un qui, quand vous tendez la main, va serrer la main quasiment à chaque fois, même au bout de 50 fois sans jamais poser de questions, c'est déjà, ça peut signer une proskinésie. Allez, serrez-moi la main. Quand vous demandez à quelqu'un de vous serrer la main, ou quand vous allez stimuler, il faut vraiment que vous introduisiez dans sa sphère, dans son espace psychique. Donc, vous mettez bien la main en évidence. Ce n'est pas du négativisme. Vous mettez bien la main en évidence devant elle. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va faire une autre épreuve. Vous allez mettre les mains sur les genoux. Vous allez bien garder les mains sur les genoux et vous ne serrez pas la main que je vous tends. D'accord? Ne serrez pas la main. Et là, typiquement, il faut mettre la main bien en évidence devant le patient et vous lui dites bien, vous ne me serrez pas la main. Là, un patient qui est négativiste, c'est compliqué pour lui. Et des fois, il va y avoir une petite tension, il va comprendre que c'est compliqué et comprendre qu'il se passe quelque chose de pas normal. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'il ne vous serre pas la main. Par contre, il détourne le regard. Donc là, vous dites, non, non, regardez-moi dans les yeux et ne me serrez pas la main. Ne me serrez pas la main. Éventuellement, en changeant de main, vous regardez si le patient a tendance à lever la main puis la ramener. C'est-à-dire qu'un patient qui, à chaque fois que vous lui tendez la main, lève la main, la ramène, c'est qu'il est en train de lutter activement pour ne pas vous serrer la main. Et là, le meilleur moyen, c'est, est-ce que vous pouvez me dire combien ça fait 100 moins 7? 13. D'accord? Est-ce que vous pouvez prendre le résultat, soustraire 7, et ainsi de suite, en me donnant à chaque fois les résultats intermédiaires jusqu'à ce que je vous arrête? 93, 66, 59, 52, je parle de compter, Voilà. 45. Et donc, vous distrayez la patiente. Alors, ça peut être lui demander son nom, lui demander son numéro de sécurité sociale, ou des trucs comme ça. Un patient qui est négativiste, à quoi ça va ressembler? Vous voyez qu'il a compris la consigne, mais, tiens, tends-moi la main, et le patient va essayer de quand même aller serrer la main. Vous lui dites non, non, ne me serrez pas la main. Il vous regarde, il a compris, peut-être met bien la main en évidence, mais il va se faire ces espèces de mouvements d'aller et vient, et à chaque fois que vous répétez la consigne, vous voyez que peu à peu, il va se rapprocher un peu et finir par serrer la main. Vous pouvez même avoir comme ça un tremblement parce que le patient, même s'il n'a pas d'insight, il sent quand même qu'il se passe un truc pas normal et il n'est pas bien en général comme ça. Ensuite, on va passer à l'épreuve suivante. Vous allez mettre les mains sur les genoux. Je vais essayer de vous lever les mains et vous pouvez m'en empêcher, d'accord? Je ne vais pas pouvoir vous lever les mains. Voilà, résistez, résistez. Alors, ouais, d'accord, là, dans le cas de figure, j'arrive à lever les mains, ça ne veut pas dire qu'elle est proskinésie, ça veut dire que je suis vachement plus baraqué qu'elle. Vos patients qui ont 93 ans, si vous les pliez en deux, ce n'est pas pour autant qu'ils sont malades, c'est pas juste vous êtes plus costauds. Le cas que vous cherchez, c'est vraiment le patient, vous mettez à peine un doigt sous la main et vous n'avez aucune résistance. Voire, vous levez la main et il se lève. Vous faites pareil avec un autre segment de membre. Je vais appuyer sur la tête, vous devez rester bien droite. Voilà. Là, un patient catatonique, vous appuyez un tout petit peu et vous lui mettez la tête entre les jambes. Et vous n'avez aucune résistance. Ou alors, vous lui donnez plusieurs ordres, soit absurdes, soit absurdément répétés. Donc, soit vous tendez la main, il va à chaque fois vous la serrer. Vous lui dites, levez-vous, rasseyez-vous. Et vous pouvez dire 50 fois, il va le faire sans jamais poser de questions. Ou alors, est-ce que vous pouvez tendre la langue que je plante une épingle dedans? Il va, là, il y a une surprise. Le patient, il va tendre la langue tout de suite. Il ne va pas avoir cette appréhension. Bien, prochaine étape. Alors, cette fois-ci, vous vous détendez et c'est moi qui vous examine. L'examen mobilisation passive du membre sup, on essaie de mobiliser les trois articulations, épaules, coudes, poignets. On va vérifier, premièrement, que le patient n'est pas trop imprégné en traitement. Déjà, rien que là, normalement, vous sentez si le patient a une imprégnation au neuroleptique. Vous allez avoir une petite rigidité extrapyramidale avec une petite roue dentée au niveau du poignet. Vous allez vérifier, est-ce que le patient fait une résistance anormale à votre pression, c'est-à-dire typiquement la pousse avec le bras, par exemple. C'est-à-dire que je pousse, et plus je pousse fort, plus elle me repousse fort. Là, on a un Geigenhalten. Ou alors, est-ce qu'elle se laisse anormalement faire? Et typiquement, ce qu'on va observer, c'est que je fais un mouvement répété, et au bout d'un moment, je m'arrête. Hop, le mouvement continue. Ça, c'est un Mitmaran. Il y a un autre moyen de le tester, alors c'est ça.
Et d'un seul coup, vous lâchez et vous voyez le bras qui se lève une fois. Ça, c'est vous avez mis en évidence le mythe-Maron. Et un troisième test, je vous le montre tout à l'heure. Et si jamais vous avez l'impression d'avoir un petit symptôme, mais vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous faites une manœuvre de distraction, pas le calcul mental cette fois-ci. Vous faites. Alors, si vous pouvez serrer très fort le poing avec l'autre bras et faire un mouvement de pompage comme ça. Voilà, bien ample, bien haut, bien bas, et vous serrez très fort le poing. Voilà. Concentrez-vous sur votre main droite et pompez bien fort. Ça, c'est la manœuvre de Froment. Et alors, c'est très important, vous ne faites pas comme les neurologues, vous venez, vous faites 2-3 coups là, 2-3 coups à droite et à faire placer. Non, il faut passer au moins 30 secondes à faire le mouvement, la mobilisation passive. C'est comme je vous ai dit, certains symptômes comme le Gegenhalten, il y a un warm-up et vous n'avez pas le symptôme au début, il va apparaître à force de contracter. Et quand il est installé, bien installé, à la fin, vous n'avez même plus à bouger le bras du patient, il est complètement figé et vous n'avez plus à le mobiliser. Ok. Ensuite, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Alors, si le patient n'a pas marché ou vous n'avez pas observé sa démarche, vous le faites marcher dans le bureau. Donc là, en gros, vous lui faites faire des allers-retours. Et alors, ce que je vous conseille, c'est de faire plusieurs allers-retours au patient. Parce qu'en fait, quand il sait que vous le regardez, souvent, il est un tout petit peu guindé dans sa démarche. Mais au bout de 2-3 allers-retours, il commence à un peu prendre ses aises et marcher normalement. Et on va faire... alors, si vous avez suspecté une imprégnation neuroleptique, vous le mettez devant vous. Voilà, laissez les bras pendre. Et vous testez le ballon des bras. Là, on a un beau ballon des bras bien naturel. C'est qu'a priori, il n'y a pas d'imprégnation. Un patient qui est bien imprégné, ça bouge comme ça. Quand je vous disais tout à l'heure la différenciation entre l'imprégnation neuroleptique et la catatonie, un patient qui a une démarche robotisée mais qui a le bras bien souple, c'est de la catatonie, ce n'est pas du traitement. Dernière épreuve pour finir l'examen psychomoteur, notamment quand vous suspectez un mythe-Maron. Voilà, mettez-vous comme ça. Alors, c'est moi qui tiens les bras. Ça, c'est la manœuvre de Mej. Vous laissez aller, c'est moi qui bouge les bras. Et au moment où je lâche les bras, vous les laissez tomber, d'accord? Voilà, ça, c'est ce que vous êtes censé observer. Les deux cas de figure que vous pouvez observer pathologiques. Le premier, c'est le mythe-Maron. Tu gardes les bras, tu continues de papillonner. Et au moment où vous lâchez, hop, il y a ça, et ça tombe en décalé. C'est-à-dire que le patient va continuer le mouvement une seconde avant de tomber. Ça, c'est un mythe-Maron. En général, vous savez qu'il va y en avoir un, parce que au moment où vous faites ça, vous sentez au bout d'un moment que ce n'est plus vous qui portez les bras, mais que le patient est déjà en train de faire les mouvements. Et l'autre truc qu'il peut y avoir, je fais une chute toute ralentie des bras. Ça, c'est l'imprégnation neuroleptique. Un patient qui a un syndrome parkinsonien, les bras vont retomber très doucement, voire s'arrêter là, malgré le fait qu'il a compris la consigne. Ça, c'est plutôt de l'extra-pyramidal. Il faut commencer à chercher les maladies à corps de Lévy ou les Parkinson. Et je crois que c'est à peu près tout. En tout cas, pour l'examen psychomoteur, déjà, si vous avez ça, c'est nickel. Je vous enverrai un lien où il y a un peu un résumé de ce que je vous ai montré. Merci beaucoup. Comme ça. Hop là, je vais remettre ça. Alors, déjà là-dessus, est-ce que vous avez des questions? Non, moi c'était clair. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais vous envoyer dans le chat. Attendez, je vais retrouver ça. J'anime un séminaire sur la sémiologie d'une classification des psychoses qu'on appelle la classification WKL. C'est notamment de cette classification que sont issus la plupart des symptômes que je suis en train de vous montrer là. Et dans le cadre de ce séminaire, on avait fait cette vidéo que je vous laisserai aller voir. Ça résume à peu près l'examen psychomoteur. Attendez, il est où le chat? Voilà, vous pouvez aller jeter un œil là-dessus quand vous voudrez, ou vous le gardez en tête quand vous l'avez. Vous avez besoin d'un petit rappel sur l'examen et qu'il y a un truc dont vous ne vous rappelez plus. Si jamais vous avez des questions qui vous reviennent après, alors le diaporama, je te l'enverrai, il y a, tu peux le laisser le faire tourner, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si je peux mettre des pièces jointes là-dessus, parce que sinon je vous le laisse limite maintenant. Mais si tu veux, je peux essayer de voir si je le récupère. Sinon, je peux faire le relais, il n'y a pas de souci. Et si
jamais vous avez des questions qui vous viennent plus tard ou des trucs qui vous paraissent bizarres ou Et du coup, vous avez un service qui est spécialisé dans les catatonies? Comment ça en pratique? Comment... Alors, nous, on a un service qui est spécialisé dans les pathologies résistantes, D'accord. toutes pathologies confondues. J'ai un collègue qui s'est plutôt spécialisé dans les dépressions résistantes. Moi, il s'avère que j'ai plutôt été spécialisé, je me suis un peu perfectionné dans les schizophrénies résistantes. Mm. Et en gros, mon travail, ça va être d'utiliser la classification WKL pour essayer de comprendre pourquoi ce que les autres appellent une schizophrénie ne répond pas au traitement qui est censé marcher dans la schizophrénie. Et typiquement, je vais essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas une sous-forme de schizophrénie chez ce patient qui fait qu'il y aurait plutôt ce traitement plus adapté qu'un autre. Et un des trucs que je vais notamment chercher, c'est est-ce qu'il y a des signes de catatonie? Parce que la catatonie, on sait la repérer quand elle est vraiment manifeste. Le patient arrive complètement figé, ou il est en train de faire le porte-manteau dans le couloir, ou il est complètement négativiste. Mais la catatonie au sens WKL, il faut imaginer que c'est 10% des patients hospitalisés pour psychose. C'est-à-dire que si vous avez bossé dans un service fermé, une fois dans votre vie, ben, vous en avez forcément vu. Mm. Et pour autant, c'est rare qu'ils arrivent avec un diagnostic de catatonie. Et ce diagnostic est très intéressant parce qu'une fois qu'on les repère, bah, on leur met de la clozapine, du Temesta et ça va déjà vachement mieux. Ou le cas échéant, on les passe à la RTMS ou à l'ECT. Et donc, moi, mon travail, c'est d'identifier un peu ces pathologies, essayer de comprendre qu'est-ce qui, dans le diagnostic, déconne et vers quoi je peux orienter le traitement pour les aider. Éventuellement, je vais faire pareil aussi pour les TOC et certaines formes de dépression qui peuvent prendre l'allure d'une dépression atypique, mais qui en fait est une catatonie ou une autre forme de schizophrénie. Mm. Mais du coup, parce que le traitement de la catatonie, c'est Temesta ECT. Et la clozapine, du coup, tu la mets quand? Pourquoi? Et Dès que sur quelle j'identifie le hypothèse? tableau, en général, je mets de la clozapine. Quand j'identifie une catatonie, Qu'elle primo, soit parce qu'en psychiatrique général, ou non? alors s'il n'est pas psychiatrique, je vais essayer de chercher la cause. C'est-à-dire que si je Oui. vois une catatonie, mais qu'il y a des éléments qui choquent, typiquement un syndrome extra-pyramidal qui ne peut pas être expliqué par le traitement, Mm. ou alors des troubles de l'équilibre, ou un début anormalement jeune, ou une résistance anormale au traitement, ou tous les warm-up en gros de tableaux neurologiques ou génétiques. Là, je vais commencer un petit peu à creuser au niveau somatique. Surtout que les formes organiques, c'est souvent des formes qui ne vont pas bien tolérer les traitements et être très résistantes. Donc, on ne va pas trop monter. Quand je mets de la clozapine, typiquement, j'ai 2-3 patients qui ont une catatonie, mais génétique. Eux, ils ont de la clozapine, mais 50 à 75 mg en fait. D'accord. Des petites doses. Mais tu... Alors, oui, Ouais. pardon, Ouais, Quentin. non, vas-y, Elia. Oui, moi, justement, c'est ce que j'ai trouvé aussi assez intéressant en passant dans le service, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait des patients aussi qui avaient des diagnostics, enfin, où on pouvait voir des diagnostics au final considérés comme psychose dans la classification, assez tardifs, où au final, ils avaient réussi à faire une vie professionnelle, enfin, où on n'aurait pas forcément pensé à ce diagnostic-là chez quelqu'un d'âgé. Et je me demandais, toi, est-ce que tu en as tellement rencontré? Parce que moi, je me souviens en stage, j'en ai vu. Et, et du coup, est-ce que tu as l'impression que c'est plus résistant quand on les a plus âgés? Alors, il y a des tableaux qui vont avoir une évolution péjorative avec des accumulations de symptômes résiduels, notamment les schizophrénies, ce que la classification appelle les schizophrénies pures. Ceux-là, les symptômes résiduels, on ne sait pas trop les traiter, donc plus on les découvre tard, plus c'est dramatique. Et des fois, ce qui permet de faire le diagnostic, c'est de dire, ben voilà, tout le monde dit qu'il est bipolaire, ce patient, sauf que les bipolaires, ce n'est pas censé les esquinter à ce point-là. Et là, au bout de 20 ans d'évolution, on voit qu'il est complètement apathique et complètement inhibé et poncé sur les affects. Donc, de toute évidence, ce n'était pas un trouble bipolaire simple, c'est probablement autre chose. Et en général, à ce stade, il ne reste hélas que nos yeux pour pleurer. Donc, on va plutôt essayer de trouver des diagnostics, de préciser les diagnostics de manière plus précoce. On se concentre sur les symptômes particuliers, notamment quand je vous parlais d'atteinte qualitative de la psychomotricité. Ça, c'est des trucs on essaie de s'aiguiser le regard pour les repérer tout de suite. Parce que dès le premier épisode, on peut dire attention, celui-là, le traitement ne fera pas le lâcher parce que l'évolution, elle ne va pas être bonne pour ce patient. Là, c'est pas juste il ne va pas nous faire juste une BDA, il est en train de nous faire une entrée dans une vraie schizophrénie, il va falloir qu'on le surveille de près, lui.
Bah, c'est quasiment prédictif, enfin, d'avoir des éléments qualitatifs sont Une atteinte prédictifs qualitative de la la... psychomotricité, il se passe quelque chose de pas normal. Alors, l'autre truc qui peut vous mimer ça, j'en ai pas parlé, c'est les toxiques. D'accord. Un patient qui est sous LSD peut faire des tableaux un peu de catatonie. Ou alors, si vous êtes... il y a un patient, on était quasiment sûr qu'il était catatonique, il ne l'était pas, on a fait de l'RTMS et on a créé une catatonie en stimulant au mauvais endroit. C'est bien la preuve qu'il y a quand même une intrigation neurologique, mais ça s'est calmé tout de suite après, hein, mais, vous pouvez avoir des tableaux neurologiques qui peuvent créer des catatonies. Je Oui. peux bonjour, Vincent Oui, bonjour. Bultaguer. Oui, je suis gériatre. Je peux vous poser une question? Ah bah, je Enfin, vous en prie. deux questions, en fait. Donc, ça concerne le syndrome extrapyramidal que vous retrouvez à la manœuvre de Froment. Donc, Mhm. moi, je recherche systématiquement, bien sûr. Bien sûr, oui. Donc, je prends l'exemple d'un patient âgé qui a une pathologie nécessitant un traitement antipsychotique. Je retrouve Mhm. une manœuvre de Froment positive. Pour vous, quelle est l'indication d'une scintigraphie des noyaux gris centraux, DaTscan ou TEP au 18F de pas? Et petit 2, vous avez déjà apporté un élément de réponse. Est-ce que vous switchez obligatoirement l'antipsychotique, imaginons qu'il soit sur Risperdal, par quetiapine et ou clozapine? Alors, jamais quetiapine et clozapine pour le coup. Non, non, ou Voilà, clozapine, pardon. Alors, nous, le DaTscan, on va le faire notamment dans les pathologies résistantes qui ne sont pas étiquetées comme Parkinson ou maladie à corps de Lévy. Quand on va, parce que typiquement, on va avoir des patients qui sont résistants et qui vont nous interpeller par le début tardif de leur maladie. Et là, je parle plutôt du cas des dépressions. Une dépression après 40 ans qui ne réagit pas à un antidépresseur classique, il va se poser la question de la maladie à corps de Lévy. Et là, on va aller facilement au DaTscan parce qu'il ne va pas avoir de neuroleptique dans sa dépression. Donc, on ne va pas pouvoir constater une aggravation de son neuroleptique. Et en fait, si on identifie une maladie à corps de Lévy, on va même aller plus loin que ça. On va lui prescrire des IMAO. Ces petits Ok. antidépresseurs qui traînent assez rares et qu'on prescrit assez facilement maintenant chez nous dès qu'on découvre une pathologie à valence une dépression à valence dopaminergique. Pour ce qui est des syndromes extrapyramidales, c'est entre guillemets normal d'avoir un syndrome extrapyramidal quand on est sous neuroleptique. Il va falloir faire la part des choses entre est-ce qu'il est lié à sa maladie de Parkinson ou est-ce qu'il est iatrogène. Quelqu'un qui a une maladie de Parkinson et qui de base a un syndrome extrapyramidal sans que le traitement intervienne, dès qu'on va mettre un traitement, il va effectivement le risque, ça va être la chute en fait, concrètement. Et la Mimi, un patient qui a du Loxapac, vous lui retirez complètement son expressivité faciale. Et donc, moi, un patient qui est identifié maladie à corps de Lévy ou maladie de Parkinson fait aller assez facilement à la clozapine. Plutôt clozapine. Et pour le coup, dans l'idée que c'est un cerveau lésé, donc fragile, donc je ne vais pas aller à 600 mg de clozapine. Il va avoir 25 mg, voire 12,5 souvent. Ma question, c'était plutôt le vieux schizophrène, on en a souvent dans les services, et qui commence effectivement à développer un syndrome extrapyramidal. Donc, la question, c'est la comorbidité d'une authentique dénervation dopaminergique présynaptique. Donc, En est-ce qu'il n'y a plus d'une pas... schizophrénie, oui. Ouais. Et Pas de alors, chance. ouais, pas de chance. Et j'avais un copain neurologue, je ne sais pas sur quoi il disait ça. Lui prétendait qu'il pourrait y avoir une dénervation dopaminergique qui était un peu iatrogène suite à une imprégnation neuroleptique très prolongée. Est-ce que ça tient la route scientifiquement ou... Ça, c'est l'explication pour les dyskinésies tardives. Pour autant, est-ce que ça pourrait expliquer un DaTscan positif à lui seul? Je ne pense pas. C'est Ouais. une atteinte Si, présynaptique au DaTscan, donc on est Enfin, d'accord. moi, Si, pour moi, nous, tu peux pas avoir une dénervation juste sur les traitements antipsychotiques. Je pense que tu peux. Enfin, on est d'accord, si ton DaTscan est pathologique ou ta scintigraphie digestive de pas, c'est qu'il y a un début de dénervation ouais, et on est sur une pathologie neurodégénérative. l'autre cas de figure, ce que je pourrais vous conseiller, c'est un patient qui avait de fortes doses de neuroleptiques et qui doit avoir son traitement changé parce qu'il développe une pathologie avec atteinte du DaTscan. Soit switcher, soit baisser la dose et si Oui. décompensation, se poser la question de la sismothérapie, Mm. qui sera nettement mieux tolérée pour le coup que les traitements neuroleptiques dans ce cas de figure. Ouais.
Même si j'avoue que des fois, c'est un peu dur de se dire qu'on y va, mais sur des patients âgés, c'est des fois pour des questions de tolérance qu'on y va et pas forcément pour des questions de résistance. Et l'olanzapine, moi j'avais entendu dire qu'effectivement, à petite dose, l'olanzapine avait peu d'effet extra-pyramidal. Mm. Un peu plus que la clozapine, mais effectivement, à petite dose, c'est un cousin assez proche de la clozapine. Si c'est pour des toutes petites doses anticomportementales, l'olanzapine peut être entendable. Mais pareil, la clozapine, on dit qu'il n'y en a pas, mais j'ai déjà des neurologues qui m'ont tapé sur les doigts parce qu'ils m'ont dit à une forte dose, il finit par y avoir un syndrome extra-pyramidal pharmaco-induit, d'après eux. De toute façon, je ne fais pas les constipés, donc je ne remets pas jamais les très fortes doses, mais je ne sais pas si vous avez le réflexe, clozapine égale laxatif. Hein. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Je pense que vous l'avez plus que nous, mais nous, nos patients, ils meurent de ça. Systématique, oui, oui. Systématique. Surtout si c'est un corps de Lévy, parce qu'en plus, ils ont la Surtout si c'est un corps de dysautonomie. Lévy, oui. Il y a d'autres questions. Pourquoi du coup, pardon. Ouais, vas-y. Pourquoi du coup, surtout si c'est un corps de Lévy? J'ai pas compris la fin de l'explication. En fait, la clozapine, c'est un médicament, dès qu'on rentre dans les doses thérapeutiques, ça constipe quasi systématiquement. Et quand je dis quasi Oui, oui. systématiquement, c'est la première cause de mortalité sous clozapine, c'est Oui, l'occlusion oui. intestinale. Oui. Et pour peu que ce soit un patient qui ait, de par sa pathologie, déjà une tendance à la constipation, la clozapine, il faut quasiment toujours la mettre avec un laxatif. Parce que les corps de Lévy, ils ont une tendance à la constipation Ouais, de d'office. base aussi. Ah Mm. oui, ok. D'accord. Ok. Ils ont des dysautonomies et ils peuvent se constiper même sans traitement, eux. D'accord, ok. C'est un des signes Merci. prodromaux que tu peux avoir d'ailleurs dans les... En fait, tu as une atteinte des corps de Lévy périphérique, périphérique dysautonomique. Qui est un des D'accord, signes ok. prodromaux dans les démences à corps de Lévy, dans les maladies à corps de Lévy. Ok, merci. Une question qu'on peut poser, c'est de savoir s'il y a une constipation d'installation récente ou progressive chez quelqu'un qui ne l'a jamais été. Et ça, D'accord. effectivement, dans le corps de Lévy, il y a plein d'autres signes. Hein. Il y a la rhinorrhée, il y a la perte d'odorat. Effectivement, c'est un signe que je cherche systématiquement. D'accord, ok, je savais pas. Merci. Là, les troubles du sommeil paradoxal. Aussi. Ok, merci. Moi, je voulais je voulais une petite précision parce que c'est quelque chose qui nous arrive souvent d'avoir des patients, même avec pas que des troubles anxieux, âgés qui ont pendant des années eu des benzodiazépines à des doses parfois impressionnantes. Comment tu trouves que ça risque d'interférer sur l'examen clinique et du coup, qu'est-ce que tu observes habituellement? Moi, je pense aux vieux. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois d'avoir des patients qui étaient bipolaires depuis toujours, qui refusaient les traitements, mais qui se traitaient à coups de benzo et où clairement il y en avait que j'avais vu où il y avait des symptômes psychomoteurs qualitatifs un peu douteux. Du coup, est-ce que tu as l'impression, enfin, quel effet ça a habituellement? Les benzos permettent d'atténuer un peu le tableau. Pour autant, ça ne va pas faire disparaître les symptômes un petit peu d'alerte. C'est-à-dire que les parakinésies, par exemple, c'est un truc qui était très décrit et c'est même là-dessus qu'on a fait les premières descriptions de catatonie, mais ça a disparu des classifications avec l'apparition des premiers neuroleptiques typiques. C'est-à-dire que autant les neuroleptiques peuvent effacer certains symptômes, autant les benzos, non. Elles vont améliorer le tableau clinique, le patient va se sentir un peu mieux, mais il va persister quand même quelques petites parakinésies. Mais ça peut, typiquement, c'est des patients qui ont quand ils ont une atteinte qualitative, les catatoniques, ils ont besoin de benzo et puis des fortes doses de benzo. Souvent, d'ailleurs, le psychiatre n'ose pas en donner autant. C'est rarement la bonne, hein, c'est rarement du Temesta. Souvent, ils ont du Valium ou du Lexomil. Et ça peut retarder un tout petit peu le diagnostic au sens où il n'a pas l'aggravation qu'on s'attendrait à ce qu'il ait parce qu'il a un peu traité sa pathologie, mais pour autant, ça ne va pas tellement dissimuler la pathologie autant que ça. Et est-ce que tu penses qu'il y en a plus qui surconsomment chez les vieux bipolaires, par exemple? Moi, je suis vieux étiqueté bipolaire. Est-ce que tu penses qu'il y en a plus qui justement se sont automédiqués, normalement, tu peux pas t'automédiquer par benzo, mais qui ont fait beaucoup de domatisme médical pour en avoir le maximum. Est-ce que tu penses qu'il y en aurait plus sur ceux qui ont des formes plutôt catatoniques parce que justement ça les améliore un peu? Alors déjà, c'est des patients qui vont être fragiles aux addictions.
Et effectivement, il peut avoir, c'est pas rare d'avoir un ou deux alcooliques dans la famille, parce que là, il y a des formes de catatonie qui sont très héritables. On retrouve pas mal de maladies psychiatriques dans la famille, et notamment des addictions. Et donc, ça peut être des patients qui peuvent mésuser les benzos, déjà, un, parce que ça les améliore, et deux, parce qu'il y a un peu cette tendance un peu à l'addiction. Pour autant, après, il y a pas mal de pathologies qui vont augmenter l'impulsivité, notamment même les troubles de la personnalité. Et dire que c'est ceux-là qui en font le plus, c'est pas une impression que j'ai. Et est-ce qu'ils sont plus graves quand ils ont consommé des benzos? Ben, on va être emmerdé surtout par l'accoutumance quand ils ont consommé au long cours. Mm. Surtout ça. Et, souvent, c'est des patients, on est arrivé à des doses de benzo très grandes. Du coup, ça ne marche plus. Du coup, on veut les passer en ECT, mais ils sont chargés de benzo et on ne sait pas comment les diminuer. Donc, c'est un peu. Mm. Ça a pu être thérapeutique, mais d'un point de vue diagnostic, ça ne va pas tellement. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Yann. Si, mais justement, je m'étais posé la question en ayant les cours parce que, surtout après avoir eu les cours en voyant certains patients, parce que c'était, alors c'en est quelques-uns, mais je m'étais dit que j'avais des profils où justement il y avait des tableaux de catatonie selon la classification, où en fait ils avaient beaucoup consommé des benzos à côté et ils étaient surprenamment bien conservés au niveau, enfin, en termes d'insertion sociale d'ailleurs par rapport à d'autres. Je pense que c'était pas les formes les plus sévères aussi. Mais du coup, voilà, je m'étais posé la question, mais oui, ça répond, merci. C'est vrai qu'ils ont mieux fonctionné grâce au benzo, souvent. C'est un peu paradoxal. On veut leur demander d'arrêter, mais on leur dit que c'est. Enfin, moi, j'ai eu le cas il y a cet après-midi d'un patient qui est étiqueté bipolaire, mais qui pour moi a une catatonie périodique, j'en suis quasi sûr, depuis 20 ans. Et je lui dis, vous avez bien fonctionné juste grâce au benzo. Maintenant, on les arrête parce qu'on va aller à l'ECT. Et on lui dit, c'est ce traitement sûrement qui vous aide le mieux. Par contre, c'est celui qu'on va arrêter. Et alors attends, je te donne mais est-ce que tu as des formes, des symptômes résiduels catatoniques en fait au long cours? Par exemple, tu as un patient qui arrive avec, alors, par exemple, une schizophrénie, qui est plutôt un tableau catatonique. Tu le traites pour sa schizophrénie et pour sa catatonie, tu l'aides à peu près tout, il est stabilisé, mais est-ce que du coup, tu as encore des symptômes résiduels de la Ouais, le tableau résiduel de la catatonie typique, c'est l'apragmatisme, le manque d'initiative et D'accord. le manque de motivation. Tout ce qui est de la sphère, dans le DSM, de la sphère négative, en fait, des symptomatologies négatives C'est de ça. la schizophrénie. C'est des patients qui vont évoluer sur un versant déficitaire, souvent. Ouais, ok. Qui Ok. vont arriver à bosser quand on leur demandera de faire un truc un peu ritualisé, mais qui, si on ne les a pas insérés dans le travail avant, ça va être compliqué de les insérer plus tard. Mais ça, sur ces symptômes-là, j'imagine que c'est ceux sur lesquels les traitements habituels de la catalogie sont très peu efficaces. Alors, Par la jusqu'ici, on disait CISMO. qu'ils étaient incurables. D'accord. Et là, on se met à faire de la RTMS sur imagerie fonctionnelle. Et il y en a quand même 2-3 qu'on a réussi à remonter un petit peu. D'accord. On n'est pas à la guérison, hein, clairement pas, et ni à la rémission complète. Mais on a eu des améliorations cliniques sur RTMS qui, même des fois, surpassaient le CT. Et en stimulant en orbitofrontal. Non, en stimulant certains patients qui avaient un hyperdébit dans le cortex prémoteur gauche et dans l'aire motrice supplémentaire gauche. D'accord. Ok. C'est contre-intuitif, on s'attendrait à ce qu'ils aient un hypodébit à cet endroit-là, mais en fait, eux, ils ont un hyperdébit qui perturbe l'activité contralatérale et qui fait qu'ils n'arrivent plus à être coordonnés et ça donne cet aspect un peu. Mais ce qui correspond un peu à ce qu'on retrouve dans les catatonies, on a plutôt une hyperactivité. Ils peuvent être complètement apathiques et avoir cette hyperactivité, Ouais, c'est en ça, une l'occurrence. hyperactivité Mm. neuronale, mais plutôt un Et, tableau et en négatif. fait, en ralentissant ces aires avec la RTMS, on a des améliorations D'accord. cliniques qui sont des fois assez. Enfin, moi, j'ai eu des patients, ils avaient de l'ECT depuis 3 ans, on les a passés à la RTMS. Ils ne s'étaient pas guéris, mais on n'avait jamais eu une aussi belle amélioration chez eux. Donc aire motrice supplémentaire gauche Et aire prémotrice gauche, aire prémotrice cortex gauche. prémoteur gauche. Ouais. Ouais, ok. Ça, c'est un papier qu'on a sorti sur un biomarqueur d'un des phénotypes de catatonie en particulier qui a ces lésions. Et on essaie d'en faire un biomarqueur diagnostique même. D'accord.
pour dire que ces patients-là, ils ne vont pas répondre au même traitement que les autres et que ça va être un type d'apathie, un type de schizophrénie un peu particulier. Et là, on a même passé un PHRC pour les syndromes négatifs de la schizophrénie, où on essaie de traiter par RTMS et on sépare les catatonies périodiques des autres, c'est-à-dire ceux qui ont ce biomarqueur des autres. Et sur le Pour plan montrer- médicamenteux, il y a des choses que tu fais particulières, enfin, mis à part la clozapine et il y a d'autres trucs que vous faites? Sur le plan médicamenteux, pour les syndromes négatifs, toutes causes confondues, des fois un petit peu d'Abilify ou un petit peu de Soliant à faible dose. Ça peut aider un petit peu. Ou des antidépresseurs. Et quand il s'agit de catatonie, ça va être surtout le Temesta qui, paradoxalement, Oui. bien que les gens ont en tête un traitement sédatif, va en fait lever une inhibition. Donc, surtout ça. Merci beaucoup en tout cas. C'était très intéressant. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, c'est bon, merci. Donc du coup, on peut te retrouver à la CF3PA, c'est ça? J'étais déjà au CFP. Il faut Oui, que je je sais fasse que tu es tourner au un petit CFP. peu. Ah ouais? Oui, il y a, Mais j'ai CF3PA, non, c'est. Non, il y a... Faites pas? Ah, j'ai mal compris alors. Je crois qu'Ilia disait que vous y Si, mais c'est d'autres personnes du service. d'accord. Il y a Benoît et Jack qui vont présenter sur la catatonie. D'accord. Ah, Jack va à SF3PA? Oui. Super, c'est quand? Parce qu'il ne nous a pas dit, nous. C'est en juin. en Je juin. t'envoie les dates. D'accord. Que vous Nous, quand sachiez notre quand chef est là, qu'on sache. Ouais, mais non, il présente au congrès de la SF3PA. Et Benoît, je savais, mais Jack, je ne savais pas. ouais, Jack, ouais. c'est le grand gourou de la classification WKL. D'accord. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à aller le solliciter là-dessus. Ça marche. Et Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail. Hein. J'ai mis mon adresse mail dans le chat et Elia, je t'envoie la classification. Je t'envoie le diaporama même maintenant. Je pense que comme ça, je vais. Impeccable. Et du coup, si jamais les gens veulent se former à la classification, il me semble que c'est possible de le faire à distance maintenant. Alors, on fait un séminaire à distance pour se former à la classification. Là, on a déjà 2 TD qui sont passés, donc ça va être un peu compliqué pour rejoindre cette année. Mais si ça vous intéresse, par contre, je vous mets sur la liste d'attente pour l'année prochaine. Et c'est extrêmement riche en termes d'apprentissage de l'examen clinique, mais pas que sur la psychomotricité, aussi sur l'exploration des affects et de la pensée. C'est vraiment quelque chose qui permet d'aller assez loin sur la clinique. Enfin, moi, je le recommande vraiment. Ce qui m'avait vraiment botté dans cet enseignement, c'est indépendamment de qu'on adhère ou pas à la classification, ça donne une approche sémiologique qui, je trouvais, manquait C'était un petit peu appauvri en psychiatrie, je trouvais. Moi, j'avais toujours des chefs qui n'arrêtaient pas de se foutre de ma gueule en disant que depuis Henriet, on n'a fait que régresser. Et ce qui, d'un point de vue sémiologique, n'est pas complètement faux d'ailleurs, mais qui a. Et du coup, ça réapporte un peu de richesse sémiologique en se concentrant sur des symptômes plus fins ou plus précis et plus informatifs sur le pronostic ou le diagnostic. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis peut-être à bientôt. Hein, si jamais vous avez envie d'autres topos sur la pensée ou tout ça, vous n'hésitez pas. Et là, je vous laisserai Iliam se quitter. Et je les ai mis dans le chat normalement le lien vers la vidéo, mon adresse mail et des petites références. Et je t'ai envoyé sur son adresse Epsan le diaporama à lire. Impeccable. Du coup, je te l'envoie demain, Quentin. Ça marche. Merci beaucoup. Ouais, super. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et à bientôt. Au revoir. Merci.